On s'intéresse ici à un moteur à courant continu de constante de couplage Φ0 alimenté par le courant I. On a comme indication que le moment d'inertie sera noté J et que le rotor tourne à la vitesse angulaire oméga, étant soumis à un couple de freinage linéaire. On demande d'abord de montrer que le moteur ne peut tourner que dans un seul sens alors que le courant est alternatif. Donc on perçoit qu'on doit relier le comportement mécanique du moteur à son comportement électrique. Donc c'est là qu'on peut invoquer une des relations fondamentales de la machine à courant continu, c'est la loi qui relie le couple mécanique à l'intensité du courant électrique dans l'induit, avec ici un signe qui témoigne du comportement moteur de la machine à courant continu dans cet exercice. Pour aller plus loin et répondre à cette question, il faut procéder à l'écriture d'un TMC qu'on applique au rotor en projection sur son axe de rotation dans un référentiel galiléen pour arriver à moment d'inertie J multiplié par dérivée de la vitesse angulaire de rotation égale somme des moments. On a le moment mécanique gamma et puis le couple de freinage résistant linéaire qui s'écrit comme moins lambda oméga. On a une information dans l'énoncé, c'est que la constante électromécanique de couplage Φ0 s'écrit comme KI. Si je regroupe toutes ces informations, je suis capable d'écrire une équation différentielle sur la grandeur oméga sous la forme J oméga point plus lambda oméga égale KI carré. Et cette équation différentielle, sans pour le moment la résoudre, me permet de répondre à la question en constatant que puisque l'intensité du courant apparaît au carré, alors le second membre est de signe invariable, de sorte que le signe de la vitesse angulaire de rotation ne changera pas, même si l'intensité du courant change de signe. On peut noter que le signe de oméga ne change pas, car celui de I carré ne change pas, alors que le courant est alternatif, c'est-à-dire tantôt positif, tantôt négatif. Alors on va résoudre cette équation différentielle dans la question B pour exprimer la vitesse moyenne de rotation du rotor. Et pour ça, on va injecter la loi d'évolution I de t dans l'équation différentielle. Alors on sait que l'alimentation, elle est, donc on a dit alternative de fréquence f égale oméga sur 2pi. Attention, c'est oméga minuscule, à ne pas confondre avec oméga majuscule, hein, c'est la fréquence du secteur. Donc on peut écrire une intensité de courant d'alimentation sous la forme par exemple I racine de 2 cos oméga t, donc c'est l'oméga minuscule ici, à ne pas confondre avec le oméga majuscule. Je répète, pulsation des courants d'alimentation et la vitesse angulaire de rotation du rotor. Ce que je note grand I ici désigne l'intensité efficace du courant d'alimentation. Si j'injecte cette expression dans l'équation différentielle, on obtient J oméga point plus lambda sur oméga égale K fois I racine de 2 à élevé au carré fois un cos carré
qu'on va de suite linéariser. Il apparaît donc 2 fois ki carré sur j, facteur de 1 plus cos 2 oméga t sur 2. Il faut donc s'intéresser à deux situations pour trouver la solution de cette équation différentielle. Première situation, l'équation différentielle s'écrit comme oméga point plus lambda sur j oméga égale ki carré sur j. Et puis, deuxième situation, l'équation différentielle s'écrit comme oméga point plus lambda sur j oméga égale ki carré sur j cos 2 oméga t. On écrira la solution de l'équation différentielle comme la somme de la solution de la première équation différentielle et de la solution de la deuxième équation différentielle par linéarité. Alors, concernant la première équation différentielle, il est assez facile d'exprimer sa solution. Elle s'écrit comme a exponentielle moins t sur tau, qui est la solution générale de l'équation homogène. Et on ajoute une solution particulière de l'équation complète. Le second nombre étant constant, on peut rechercher cette solution particulière comme étant constante. Alors la dérivée du premier ordre ici est nulle et il resterait une solution en ki carré sur lambda. On va noter que A est une constante réelle qui serait déterminée par les conditions initiales, et tau un temps caractéristique qui se lie dans l'équation différentielle et qui s'exprime donc comme j sur lambda. Voilà pour la première équation différentielle. La deuxième équation différentielle fait apparaître un second membre variable sinusoïdal. Donc on va passer en notation complexe et rechercher le module et l'argument de la pulsation, de la vitesse angulaire de rotation complexe. Si je réécris l'équation différentielle avec la convention usuelle, dérivée revient multiplié par j oméga, et il vient dans le second membre ki carré sur j exponentielle j 2 oméga t, voilà, à condition d'écrire oméga comme oméga 0 exponentielle j 2 oméga t plus phi. Alors le déphasage phi ne nous intéressera pas ici, par contre c'est bien le module de la pulsation complexe qu'on cherchera à exprimer. Donc il suffit simplement d'identifier ici dans cette égalité complexe le module de gauche au module de droite, et si on recherchait phi, l'argument de gauche à l'argument de droite. Alors finalement, oméga va s'écrire comme a exponentielle moins t sur tau plus ki carré sur lambda. Ça c'est la solution de la première équation différentielle. Et j'ajoute, en repassant en notation réelle, la solution de la deuxième équation différentielle, oméga 0 cos 2 oméga t plus phi. Le terme en exponentielle moins t sur tau témoigne du régime transitoire. C'est la contribution de la solution qui va s'annuler après quelques instants. Et le reste témoigne de l'allure de la grandeur oméga en régime établi.
Donc oméga, après extinction du régime transitoire, sera d'allure sinusoïdale autour d'une valeur moyenne non nulle. Et c'est celle-ci qu'on va chercher à exprimer. On a bien une valeur moyenne de vitesse angulaire de rotation qui s'écrit comme KI carré sur lambda et qui n'est pas nulle. Alors l'énoncé demande précisément d'exprimer cette vitesse angulaire de rotation en fonction de la puissance moyenne consommée. Elle est notée P. Un schéma électrique peut être utile ici, tout simplement pour représenter que l'ensemble de l'installation électrique de l'induit et de l'inducteur qui sont en série pour ce moteur est modélisé par une impédance complexe Z. U désigne la tension d'alimentation. Si je me place en convention récepteur pour cette charge, j'arrive alors à la relation courant-tension U égale ZI et je sais que la puissance moyenne s'écrit alors comme la partie réelle de l'impédance complexe multipliée par la valeur efficace de l'intensité, c'est celle qu'on a notée I à élevé au carré. Avec l'expression d'énoncé de l'impédance complexe, il reste tout simplement P égale RI carré. Finalement, en injectant ce que fait I carré dans l'expression de la valeur moyenne de grand oméga, on parvient à valeur moyenne de grand oméga égale Kp sur R lambda. Et on a bien, comme nous l'indiquait l'énoncé, une relation de proportionnalité entre la valeur moyenne de la vitesse angulaire de rotation et la puissance électrique moyenne consommée. Dans la question suivante, on demande de montrer que les fluctuations de oméga autour de sa valeur moyenne sont négligeables. Alors si on regarde la loi d'évolution en régime établi qu'on a montré précédemment, on est capable d'indiquer que les fluctuations sont données par l'amplitude oméga 0 de la contribution sinusoïdale autour de la valeur moyenne en KI carré sur lambda. Donc il faut simplement comparer ce que fait oméga 0 à la valeur moyenne pour répondre à la question. Alors oméga 0 on ne l'avait pas exprimé tout à l'heure, mais on peut le faire maintenant. Donc j'ai dit, en identifiant les modules de part et d'autre, on trouve oméga 0 qui fait KI carré sur racine carrée de lambda carré plus J carré oméga carré, avec l'information de l'énoncé que lambda est très petit devant J oméga. Ce résultat serait écrit comme KI carré sur J oméga. Alors, si on compare l'amplitude des fluctuations à la valeur moyenne, il reste, en divisant ce résultat par celui-ci, lambda sur J oméga, qu'on peut indiquer comme étant très petit devant 1 pour la même raison donnée par l'énoncé. En conséquence, on peut bien indiquer que les fluctuations de oméga autour de sa valeur moyenne sont négligeables. Reste plus qu'à conclure. Dans cet exercice, on nous demande maintenant de montrer que l'énergie W consommée par le moteur
quand il a tourné d'un angle θ, delta θ lui est proportionnel. Alors il suffit simplement d'une part d'indiquer que la valeur moyenne de la vitesse angulaire de rotation s'écrit comme un delta θ sur un delta t, c'est l'angle dont le rotor a tourné pendant la durée delta t donnée, et que d'autre part, on est capable de relier la puissance moyenne à l'énergie moyenne consommée, celle qui est notée W par l'énoncé, à cet intervalle de temps delta t. Ainsi, on est capable d'écrire que delta t s'écrit comme W sur P, mais aussi comme delta θ sur oméga. Voilà, finalement, que W est bien proportionnel à delta θ. Le coefficient de proportionnalité s'obtient à partir du résultat des questions précédentes. Et il ne dépend, vous voyez, que des paramètres de l'exercice K, R et lambda. Donc on peut indiquer cette constatation. L'énergie moyenne consommée est proportionnelle à l'angle dont a tourné le rotor du moteur. Le moteur tourne d'un angle proportionnel à l'énergie consommée. On demande de trouver une application à ce moteur. Eh bien, c'est exactement le genre de moteur utilisé dans un compteur électrique d'ancienne génération. Donc on ne parle pas des compteurs Linky, on parle des compteurs électromécaniques qu'on trouve encore dans un certain nombre d'habitations.